trouve ça fabuleux de pouvoir aller explorer. Comme un petit moteur intérieur qui se met en route et qui nous pousse vers l'avant. Et pour persévérer, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Le pouvoir de choisir. Mais prenez le temps d'y réfléchir et passez à l'action. Pas à pas, on peut franchir les étapes suivantes. Expérimenter, c'est formuler, puis tester pour arriver progressivement à trouver la solution. Cap vers les solutions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers les solutions. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu prendre quelques vacances et même peut-être eu la chance de partir en voyage. Au bout du monde ou dans la région voisine, voyager nous procure toujours ce frisson et cet enthousiasme de la nouveauté, de la découverte. L'excitation de sortir de notre quotidien, de passer du temps avec notre famille, nos amis, ou alors de se retrouver seul pour mieux s'ouvrir aux rencontres nouvelles. Si je vous rappelle au bon souvenir de vos vacances de cette rentrée, c'est parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de voyage et de tourisme. Depuis quelques années, et notamment depuis la prise de conscience sur le réchauffement climatique, l'impact de l'humain sur l'environnement et de la biodiversité, le tourisme en a pris un petit coup. Et s'envoler pour aller découvrir un pays au bout du monde est parfois plutôt vu comme un crime contre la planète que comme une aventure exceptionnelle. Alors qui de l'écologiste engagé ou de l'insatiable voyageur a raison, et faut-il choisir son camp ou peut-on trouver des alternatives pour contenter tout le monde? Déjà, faut noter une chose, c'est que le tourisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est relativement récent. Avant le 19e siècle, les voyages étaient réservés à une élite, souvent des familles riches ou des religieux, et avaient vraiment un objectif culturel ou spirituel. Par exemple, au XVIIe siècle, l'aristocratie européenne partait en voyage dans une pratique qu'on appelait le Grand Tour, et qui consistait en fait à se rendre dans différentes grandes villes d'Europe, notamment en France et en Italie, pour perfectionner l'éducation des jeunes. En fait, on peut dire que le Grand Tour servait essentiellement de rite de passage à l'âge adulte pour les jeunes hommes de la noblesse et de la haute bourgeoisie. L'objectif étant d'enrichir leur éducation, d'affiner leur goût artistique et de leur donner une expérience directe des cultures européennes. En plus, ça leur permettait d'apprendre d'autres langues, de développer leur réseau de connaissances et d'apprendre la diplomatie. Des compétences plutôt utiles pour des jeunes gens qui allaient par la suite intégrer le monde des affaires et la société mondaine. C'est en fait la pratique de ce grand tour par des familles cultivées et appartenant à une élite tant intellectuelle que financière qui a donné naissance à l'idée moderne du voyage comme pouvant être un outil d'enrichissement personnel. Pendant ce périple, le voyageur cherche à apprendre et à s'ouvrir au monde. Et c'est l'émergence de l'ère industrielle, avec notamment l'invention du chemin de fer et son déploiement dans toute l'Europe, qui a permis l'émergence du tourisme pour une population beaucoup plus large. Au XIXe siècle, l'instauration des congés payés donne un nouvel essor au tourisme en démocratisant cette pratique pour l'ensemble de la population, et même les classes sociales les plus modestes peuvent en profiter. Au final, après la Seconde Guerre mondiale, la mondialisation, l'amélioration des moyens de transport et l'amélioration des revenus aussi des classes moyennes a fini de faire du voyage et du tourisme une pratique attractive et accessible à tous. Une tendance qui d'ailleurs s'élargit maintenant aux pays en développement qui sont désormais de plus en plus nombreux à partir à la découverte du monde. Aujourd'hui en plus avec l'émergence d'Internet et du numérique, il n'a jamais été aussi facile de voyager. Les agences de voyage pullulent, les hôtels et restaurants sont à portée de clic ou de pouce, et le nombre d'influenceurs voyage qui vous indiquent les meilleurs plans, sites cachés ou expériences authentiques à ne pas rater croît de manière exponentielle sur les réseaux sociaux. On en est arrivé en fait à une sorte de compétition à qui a le plus de tampons sur son passeport, et le tourisme moderne peut parfois être vu comme un tourisme de consommation. Et c'est un petit peu là que le bât blesse. Cette surabondance d'offres et de flots touristiques toujours plus nombreux, mais aussi en péril l'équilibre des populations locales et de notre environnement. Après la surconsommation alimentaire et la surconsommation de produits, la surconsommation d'informations, notre comportement boulimique qui nous incite à en vouloir toujours plus a abouti à une surconsommation de voyages provoquant, dans les lieux les plus beaux de la planète, un surtourisme destructeur. Alors quand on parle d'aspects négatifs du tourisme et des voyages en général, on a souvent tendance à pointer du doigt les émissions carbone des transports avec l'avion en première ligne. Pourtant, c'est ne voir le problème que par le petit bout de la lorgnette et ne pas voir tous les enjeux du tourisme dans leur ensemble. Parce que même si on ne parle que des problématiques environnementales, les émissions de CO2 des voyages ne représentent déjà qu'une petite partie des émissions liées au transport. La plupart sont liées à des transports quotidiens, de déplacements professionnels, de retour dans sa famille pour les gens qui vivent à l'étranger, sans compter tout le transport de marchandises et de matières premières. Par contre, ils ont un effet beaucoup plus direct, c'est que comme nous avons tendance à tous nous rendre dans les mêmes destinations, on cause des dommages environnementaux sur les zones même qu'on visite.
Parce que, à force de s'agglutiner sur les mêmes plages espagnoles tous les étés, de visiter les mêmes sites naturels ou culturels prisés et de se prendre en selfie devant les mêmes falaises, les piétinements incessants de millions de voyageurs causent l'érosion de ces endroits merveilleux. D'ailleurs, certains sites historiques comme le Machu Picchu, célèbre ruine inca du Pérou, ont été obligés de limiter le nombre de visiteurs qui avaient accès au site par jour parce que l'afflux constant de visiteurs était en fait en train de dégrader les sentiers et les ruines de ce chef-d'œuvre millénaire. En plus de ça, même si on essaie de faire attention, on sait très bien que plus il y a de monde, plus on crée de pollution. Bon, tout simplement déjà parce qu'il y a encore des personnes qui ne voient visiblement pas le problème de jeter leurs déchets par terre ou de laisser les restes de leur pique-nique traîner, mais même si chacun d'entre nous avait un comportement très respectueux et responsable à ce niveau-là, il y a certaines choses dont même les plus écolos d'entre nous ne peuvent pas se passer, comme manger, se laver, se chauffer ou se déplacer. En plus, quand on est en vacances, c'est un petit peu le moment où on a envie de profiter un peu plus, de regarder un petit peu moins, de faire couler de l'eau un petit peu plus longtemps. Et toutes ces actions ont des conséquences puisque ça produit des eaux usées, des déchets alimentaires, une consommation de carburant ou d'électricité. Nos activités, notre mode de consommation, parfois, même simplement les produits qu'on utilise ont un impact très fort sur la biodiversité. On sait maintenant par exemple que la plupart des crèmes solaires sont toxiques pour l'environnement marin. Alors, si on est tout seul à se baigner, ça va encore parce que ça va se diluer. Mais imaginez l'impact de millions de personnes badigeonnées de crème solaire se baignant au même endroit. Tout cet amas de crèmes et de produits chimiques dilués dans l'eau va tuer à petit feu les coraux et les êtres vivants qui peuplent nos océans. Alors non, je vous dis pas de ne pas mettre de crème solaire, mettez-en, surtout si vous aimez faire les arts au soleil et voulez éviter un cancer de la peau, mais choisissez si possible une crème dont les ingrédients ne sont pas nocifs pour l'environnement. Parce que oui, ça existe, alors vraiment, ne vous en privez pas. En dehors des aspects environnementaux, le surtourisme a un très fort impact sur les populations locales qui se fait de plus en plus sentir. Déjà, nos lieux de vie, que ce soit en ville ou à la campagne, sont dimensionnés en fonction du nombre de personnes qui y vivent. Bon, enfin, plus ou moins, mais globalement, c'est fait comme ça. Donc imaginez ce qui se passe quand soudainement des milliers de personnes supplémentaires consomment de l'eau, de l'électricité, vont dans les espaces publics, les restaurants et les transports en commun, comme ça se passe en général pendant les vacances scolaires. Ça crée quelques tensions, et ce sont souvent plus les locaux que les touristes qui en pâtissent. À Venise et à Barcelone, par exemple, les transports en commun étaient tellement saturés qu'il a fallu trouver une solution pour que les résidents puissent juste continuer à se déplacer normalement et à aller au travail. Certaines lignes de transport sont donc réservées exclusivement aux habitants de la ville, ou alors ils ne sont plus indiqués sur les sites comme Google Maps par exemple, ce qui évite aux touristes de les repérer et permettent donc aux gens qui connaissent la ville d'y avoir accès et d'avoir un semblant de vie normale. En plus, les tensions s'accroissent dès que les conditions deviennent un petit peu plus tendues. Ces dernières années, par exemple, la Catalogne a fait face à une pénurie d'eau parce qu'il n'a pas suffisamment plu dans les 3 dernières années, on va dire. Par contre, sa renommée étant toujours ce qu'elle est, le nombre de visiteurs, lui, n'a pas du tout diminué, et donc, dans la région, on manque d'eau. Sauf que, comme le tourisme rapporte plus que la culture, et là je parle bien de cultiver des produits alimentaires, pas de culture culturelle de musée ou autre, les réserves d'eau ont d'abord été réservées aux hébergements touristiques avant d'être distribuées aux locaux et aux agriculteurs. Voilà, vous comprendrez donc pourquoi, en tant qu'étranger à Barcelone, on vous regarde maintenant un petit peu de travers. L'autre impact important, et ça, toute personne qui vit dans une grande ville en est témoin, c'est l'émergence des logements de vacances, ou la location courte durée, dont la plateforme la plus connue est sans doute Airbnb. Les villes ont beau essayer d'enrayer le système en mettant des réglementations, elles sont en général peu respectées, peu contrôlées, ou présentent assez de failles pour que chacun puisse faire en fait un petit peu comme bon lui semble, et comme toujours, tout est une question d'échelle. S'il y avait que quelques dizaines de ces logements dans la ville, ça changerait absolument rien à l'économie de la ville ou même du pays. Mais quand ils se comptent par milliers, voire millions, là on commence à avoir un petit problème, Parce que ces logements sont beaucoup trop chers pour y habiter à l'année, et donc le nombre de logements disponibles pour les résidents, donc les gens qui y vivent, travaillent, élèvent leurs enfants dans cette ville, est réduit. S'il y a moins de logements, la tension locative augmente, donc les prix augmentent, donc les gens ne peuvent plus se loger, et on rentre dans un cercle vicieux qui crée encore plus de tensions, de mauvaises conditions de vie, et accessoirement de ressentiment envers les touristes. Surtout, le principal problème, c'est vraiment la dégradation de la qualité de vie des gens et tout ce que ça entraîne. Et le dernier impact négatif dont je voulais vous parler, après promis on passe aux bonnes nouvelles, c'est la perte d'identité ou d'authenticité culturelle.
Parce que tous les pays qui vivent du tourisme, et surtout quand c'est leur ressource principale, font en sorte de plaire aux touristes, et c'est complètement logique, puisque plus ils satisferont les voyageurs, plus ceux-ci dépenseront d'argent, reviendront, conseilleront la destination, et donc plus le pays s'enrichit et peut se développer, ce qui participe à une meilleure qualité de vie des habitants, le développement des services publics, de meilleures infrastructures, etc. La contrepartie, c'est qu'en voulant plaire aux visiteurs, certains pays travestissent complètement leur culture, voire ceux de nos spectacles. C'est malheureusement le cas de nombreuses tribus, comme les Karen en Thaïlande par exemple. Ce sont des femmes magnifiques dont la particularité c'est de porter des colliers en cuivre autour du cou, et en fait elles en mettent depuis petit et en rajoutent au fur et à mesure pour allonger le plus possible leur cou, puisque c'est un critère de beauté. Cette particularité culturelle, qui leur vaut le surnom de femmes girafes, est aujourd'hui devenue une attraction touristique dans le nord du pays, et certains villages ressemblent malheureusement désormais plus à des zoos humains qu'à un village traditionnel. Dans les villes, les commerces traditionnels sont transformés en boutiques pour touristes, dans lesquelles on trouve absolument tout, sauf des choses locales, en fait, que les habitants eux-mêmes utiliseraient ou achèteraient. Des souvenirs qui ne ressemblent donc en rien à la culture du pays qu'on est en train de visiter, mais qui y feront sans doute très jolis sur nos étagères. Même les fêtes traditionnelles locales deviennent parfois des attractions de masse dans lesquelles les populations locales ne se retrouvent même plus. Est-ce que c'est pas le comble de vivre dans un monde artificiel créé pour les touristes quand on visite un nouveau pays pour en fait y découvrir sa culture et son authenticité? Bon, j'espère que je vous ai pas dégoûté du voyage, et ce serait vraiment dommage, parce que déjà, rien que personnellement, c'est une expérience exceptionnelle. Parce que voyager, c'est partir à la découverte, sortir de son quotidien, expérimenter une nouvelle aventure. Voyager, c'est découvrir de nouvelles cultures, rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de croiser dans d'autres circonstances. Et la beauté de ces rencontres, quand on prend le temps de vraiment essayer de connaître un peu ces personnes, c'est qu'elles nous ouvrent un monde tout nouveau. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous perçoit le monde à sa manière, en fonction de notre culture, du pays dans lequel on vit, de notre éducation, de notre cercle social ou même de nos expériences de vie. Chaque personne a une façon unique de voir le monde et d'évoluer dans sa vie. Et rencontrer des personnes qui sont très différentes de nous et qui ont des cultures qu'on ne connaît pas permet justement, si on prend le temps de les connaître, de voir le monde à leur manière l'espace de quelques instants. Et en voyant le monde ainsi, en essayant de se mettre à la place de l'autre, c'est comme si tout d'un coup notre vision s'élargissait. Un peu comme si on avait toujours vu en 2 dimensions et que soudain la 3e dimension apparaissait. On voit sous plusieurs angles, on voit les reliefs, les coins sombres. On se rend compte de toute la complexité des choses parce qu'on a élargi notre point de vue et ouvert notre esprit. Et finalement, pour chaque personne qu'on rencontre, si on fait l'effort évidemment de l'écouter et d'essayer de le comprendre, c'est un peu comme si on rajoutait une nouvelle dimension à notre vision du monde à chaque fois. Alors c'est bien sûr quelque chose dont on peut prendre conscience avec notre entourage proche, parce que chacun, encore une fois, a une expérience de vie différente, mais le fait de rencontrer des personnes qui vivent par exemple dans des pays beaucoup plus pauvres, ou alors beaucoup plus riches, qui ont vécu des catastrophes naturelles, des guerres, ou au contraire qui ont toujours vécu dans le confort d'une ville super technologique et développée, nous apporte une ouverture d'esprit et une connaissance du monde qu'il est presque impossible d'avoir en restant dans son pays, ou en partant toujours dans les mêmes endroits. Voyager, ça nous permet aussi de prendre conscience de la richesse du monde, de ces paysages exceptionnels, de l'incroyable diversité d'espèces végétales comme animales qu'héberge notre planète, des différences culturelles et des croyances qui divergent. Et cette connaissance, cette expérimentation de ce qu'est la nature, à quoi elle ressemble et comment elle se comporte, est tout aussi essentielle à sa préservation que les dispositifs de préservation qui sont mis en place par des ONG ou des gouvernements. Parce que l'être humain fonctionne de telle manière qu'il va toujours accorder beaucoup plus d'importance à ce qu'il connaît. On a tous tendance à protéger davantage nos amis et notre famille que des inconnus, à s'intéresser plus à la politique de notre pays qu'à celle des pays voisins, et à faire plus attention à l'entretien de notre maison et des lieux publics dans lesquels on aime aller, ou milieux naturels d'ailleurs, que des endroits dans lesquels on n'a jamais mis les pieds. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer que des personnes qui n'ont jamais vu un dauphin nager dans la mer, qui n'ont jamais eu la chance de voir une biche dans la forêt, ou un oiseau tropical perché sur une branche, ou même des personnes qui n'ont jamais été à la montagne, que des personnes qui sont nées et ont grandi entourées de béton sans jamais avoir accès à un coin de nature, puissent vouloir protéger un environnement et une biodiversité qu'ils ne connaissent pas. Parce que le voyage, c'est aussi ça, se sensibiliser à ce qui cohabite sur la planète avec nous, où que ce soit. De le voir, de l'observer, d'essayer de le comprendre. C'est ça qui nous mène par la suite à vouloir le respecter et le protéger. Quand on rencontre l'autre, quelle que soit sa nature, humain ou animal, il devient d'une certaine manière une partie de nous.
Et ça nous rend plus compréhensifs, plus tolérants, plus respectueux et ouverts à l'autre et à l'inconnu. Et je crois qu'on a quand même vraiment besoin de ça en ce moment dans notre société. En plus d'avoir un impact sur l'individu, le tourisme a un impact énorme à l'échelle nationale et internationale. Bon, d'une manière très directe, le tourisme représente 10% des emplois de la planète. 10% des emplois mondiaux sont liés au tourisme, c'est colossal. Et on ne parle là que des emplois directs, car à côté de ça, le tourisme incite les gouvernements à investir dans le développement des infrastructures, routes, transports en commun, systèmes d'assainissement de l'eau ou traitement des déchets, télécommunications, hôpitaux et j'en passe. Toutes ces infrastructures qui bénéficient aussi bien aux touristes qu'aux habitants. Les zones rurales aussi, qui ont plus souvent tendance à être délaissées que les villes par les gouvernements, sont parfois redynamisées par l'essor touristique dans certains pays. Alors au Costa Rica par exemple, l'écotourisme favorise la prospérité des régions rurales grâce à la mise en valeur des parcs naturels. On retrouve la même chose en Afrique, au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, où les parcs naturels et les safaris font vivre des milliers de villages ne possédant autrement aucune ressource. Et puis, si on y pense un peu, le tourisme joue aussi un grand rôle dans les relations internationales. Parce que, comme pour aller dans un pays étranger, on a besoin non seulement de transport, mais aussi de visas, d'accords et de normes de sécurité, les pays sont obligés de discuter entre eux, de trouver des accords, de s'entendre et de coopérer. Et comme sans coopération, on ne va pas très loin, plus il y en a entre les pays, mieux c'est. Plus les pays sont touristiques, et plus ils ont aussi une influence au niveau international. Ça leur donne une position, un rayonnement, bien que très différent du rayonnement économique ou politique, il n'en est pas moins important. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le soft skill des relations internationales, parce que même si l'économie dirige le monde dans lequel on vit, l'influence culturelle a aussi un énorme impact sur la mentalité et donc l'évolution de la société. À travers le tourisme, les pays peuvent promouvoir leur modèle social, leur culture et leurs valeurs démocratiques. Et ce sont toutes ces choses qui font ensuite évoluer les mentalités et donc les autres pays. On voit bien aujourd'hui que l'influence des États-Unis, par exemple en Europe, est très forte et qu'elle nous influence beaucoup sur notre manière de penser et de consommer, même si, heureusement, on garde quand même une certaine culture française, qui d'ailleurs, elle aussi, est très renommée à l'international et on l'a bien vu lors des Jeux Olympiques de cette année. Par contre, la Chine a beau être une grande puissance économique mondiale, son influence culturelle reste très faible sur les pays occidentaux. Et donc devinez de qui on se sent le plus proche, et à même de collaborer, eh bien, les États-Unis. Ils ont réussi à nous imposer leur langue, leur fast-food, leurs émissions télé, leur manière de travailler parfois, ou d'entreprendre, alors que la culture et le mode de vie des Chinois n'a presque aucune influence sur nos sociétés finalement. La question qui se pose alors, c'est de savoir comment on peut conserver les avantages du tourisme en réduisant les inconvénients qui vont avec. Parce que moi, personnellement, je pense pas qu'arrêter de voyager, vivre en autarcie chez soi et limiter nos échanges culturels aux vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux soit une solution souhaitable ou même viable pour notre avenir. La question donc c'est pas de savoir s'il faut voyager, mais comment est-ce qu'on peut voyager pour respecter au maximum notre environnement, la biodiversité et les populations et cultures locales. Pour moi, la première question à se poser c'est pourquoi est-ce qu'on voyage ? Et c'est une question qu'on devrait se poser pour tous autres sujets, notamment nos habitudes de consommation. Juste avoir conscience de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Si on veut manger quelque chose, est-ce qu'on le fait parce que ça nous fait vraiment plaisir ou parce que notre corps en a besoin ? Ou alors est-ce qu'on mange un truc machinalement parce que de toute façon il faut bien manger et puis c'était là à côté de moi donc tant qu'à faire. Est-ce qu'on achète une nouvelle tenue ou un nouveau téléphone parce qu'on en a vraiment besoin ou parce que c'est les soldes et donc que ça vaut le coup alors qu'au final ce nouveau pantalon il va rester enfermé dans notre placard à jamais? Ou alors parce que le dernier iPhone va impressionner nos amis et collègues. Bon, ça veut pas non plus dire qu'il faut contrôler nos moindres habitudes de consommation, mais c'est devenu tellement facile d'avoir n'importe quoi à portée de clic ou à portée de main, qu'on se pose même plus la question de pourquoi on le fait, ou si on en a besoin. On le fait parce que c'est devant nous, parce qu'on a vu une pub à la télé, parce que notre collègue a le même, ou parce que, c'est comme ça, tout le monde fait ça. Oui, mais on peut aussi réfléchir un petit peu. Et finalement, on voyage aussi un petit peu comme ça aujourd'hui. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui voyagent que dans des hôtels all-inclusive, qui vont sur des plages paradisiaques juste pour faire la fête, qui vagabondent entre leur hôtel et les zones les plus touristiques de la ville sans jamais essayer de voir les autres rues, d'essayer d'aborder la conversation avec des gens, ou de connaître un petit peu mieux la culture. Ça représente quand même une grande partie des voyageurs. Mais finalement, quel intérêt ? Quel intérêt de voyager dans un pays pour finalement ne rien en voir ?
De rester cloîtré dans son hôtel, de manger la même nourriture que celle qu'on mange chez nous? Quel intérêt de passer ses nuits à faire la fête et ses journées à dormir quand on est au bout du monde et qu'on a tout à découvrir? Franchement, on peut faire la même chose chez soi. Et si on commençait à voyager de manière un peu plus consciente? Non pas pour ajouter un tampon sur notre passeport, mais pour vraiment découvrir une nouvelle culture et une autre manière de vivre. Alors non seulement ça aurait quand même beaucoup plus de sens, mais ça permettrait aussi de voyager de manière beaucoup plus durable et responsable. Parce que les cultures qui sont détruites ne se reforment pas. La biodiversité qui est perdue ne reviendra pas non plus. Certaines choses, une fois qu'elles disparaissent, malheureusement ne renaîtront jamais. Quand j'étais en Colombie, j'ai vécu chez 2 familles indigènes, dans 2 tribus différentes, et la première avait vraiment réussi à conserver ses traditions, son mode de vie, et vivait en fait à la manière de leurs ancêtres, alors que la deuxième a beaucoup plus souffert de l'arrivée des colons espagnols et a perdu une bonne partie de ses connaissances et traditions ancestrales. Malgré tous ces efforts pour retrouver le mode de vie qu'ils avaient avant, les connaissances qui ont été perdues n'ont jamais été retrouvées, et ils vivent désormais entre 2 mondes, un petit peu celui de leurs ancêtres et le monde moderne, sans vraiment trouver leur place ni dans l'un ni dans l'autre. De plus en plus de gens prennent conscience de ces enjeux, et c'est aussi pour ça qu'on voit l'émergence d'agences de tourisme responsables ou durables qui essaient de changer un petit peu les choses en conseillant d'autres types d'hôtels, d'autres types de voyages, d'autres types de transports. Les consciences s'éveillent et on regarde le tourisme un petit peu différemment. Il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui permettent de mieux voyager. Déjà, choisir son logement sur place. Si vous allez dans un hôtel all inclusive, vous aurez un impact très différent localement de si vous allez dans un écolodge ou une auberge de jeunesse. Parce que la consommation d'espace, d'eau et de ressources y est très différente, et parce qu'une auberge a plus de chances d'appartenir à une personne vivant sur place qu'à un fonds d'investissement ou un grand groupe. La nourriture que vous choisissez aussi. Quel intérêt d'aller en Thaïlande pour manger des pâtes à la carbonara, franchement? Déjà, il y a de fortes chances qu'elles soient infectes, et en plus, vous n'allez manger que des produits importés, alors que la nourriture locale fera vivre le pays, les habitants, et aura une empreinte carbone beaucoup plus faible. En plus, ce sera bien meilleur, et vous découvrirez de nouvelles saveurs, ça fait aussi partie de l'expérience du voyage. Les moyens de transport sont aussi une autre manière de découvrir le pays, parce qu'on est vraiment dans le quotidien des gens. Et moi je trouve que les transports en commun dans les autres pays ont vraiment un charme à part entière. Parce que quand on voyage, on y voit les habitants plongés dans leur quotidien, dans leurs habitudes de vie, rien d'artificiel en fait. Bon, après si vous prenez des bus, comme en Asie par exemple, la conduite peut parfois être un petit peu sportive, mais ça fait partie du jeu, et vous en garderez un bien meilleur souvenir que si vous prenez un taxi ou un chauffeur privé. À un niveau plus gouvernemental, certains pays prennent aussi conscience que s'ils veulent préserver leur culture et leur environnement, il vaut mieux se protéger du surtourisme. C'est le cas par exemple des îles Galapagos qui limitent le nombre de visiteurs pour préserver la biodiversité unique qu'abrite leur île tout en conservant un développement économique. Pour préserver leurs habitants, certains pays ou certaines villes comme Barcelone par exemple ont pris vraiment des mesures contre le surtourisme qui dégradent la qualité de vie de ses habitants. Donc à Barcelone, c'est la première ville à interdire les Airbnb, la décision prendra acte en 2027, interdire les Airbnb pour justement protéger les habitants de cette hausse des prix et de cette juste impossibilité de se loger. La question c'est toujours de privilégier le long terme, parce que malheureusement ceux qui privilégient la version court-termiste pour gagner beaucoup d'argent sans penser aux conséquences vont perdre leur culture, abîmer leur milieu naturel et avec perdre leur attractivité auprès des voyageurs dans quelques années. Alors que ceux qui privilégient la conservation et la protection des richesses sociales, culturelles et naturelles conserveront leur beauté et avec leur attractivité. Arrêtons de voir le voyage comme un simple objet de consommation et commençons à le voir comme une expérience, un cadeau précieux, une manière d'apprendre et de grandir, de rencontrer des gens et de se remettre en question. Un peu comme le faisaient les familles aristocratiques du XVIIe siècle lors de leur grand tour finalement. On a tous la possibilité de choisir comment on voyage et de l'impact qu'on veut avoir. Et même de petits changements à grande échelle peuvent avoir un impact incroyable. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.